Salut à toutes, salut à tous, vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons cet épisode le 4 janvier 2022 et c'est le numéro 257. Pour bien commencer l'année, on passe en revue les sujets phares de 2021 et on les met en perspective de cette nouvelle année qui s'ouvre à nous. L'idée, c'est que si vous voulez vous mettre à niveau sur les grandes tendances à ne pas manquer, si on veut suivre ce qui se passe dans le monde de la tech, que vous puissiez le faire avec cet épisode. Et puis on va parler aussi de quelques premiers sujets de 2022, On rentrera pas trop dans les détails du CES qui est tout à la fois foisonnant et en même temps un petit peu moins soutenu que on aurait pu l'imaginer. On en reparlera, on en touchera un petit mot, ce sera probablement de toute façon l'objet de l'épisode de la semaine prochaine. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je voudrais accueillir avec beaucoup de fierté un de vos journalistes tech préférés, c'est Cassim Ketfi. Salut Cassim. Salut. Oui, je sais pas quoi dire après cette présentation. Parce que c'est très élogieux. Écoute, exactement, voilà. moi j'allais te dire. Faut que je te dise bonne année. Je te souhaite voilà. une excellente année. C'est le moment de l'année, moi, qui m'angoisse parce Bien que sûr. au boulot, tu te retrouves à envoyer des mails et il faut que tu commences ton premier mail que t'envoies à la personne par bonne année, sinon c'est mal vu. Et en même temps, je me rappelle plus à qui j'ai dit bonne année, à qui je l'ai pas dit. Bon là, tu vois, on est le 4 janvier, ça va à peu près. Mais... Ah non, mais c'est l'épisode des marronniers. Bonne année. On va faire le bilan de l'année dernière. On va voir les perspectives pour l'année prochaine. Voilà. C'est totalement l'objectif et on va le faire avec évidemment l'ambiance que vous avez l'habitude de retrouver dans Tech Café, avec brio, talent et sérieux, mais malgré tout avec légèreté, pour donc cette nouvelle année 2022 qui commence. Donc bonne année évidemment à toutes nos auditrices et nos auditeurs. Tiens, au passage, Cassim, j'ai vu passer une image, tu l'as peut-être vu aussi sur Twitter, où tu sais, il y a la superposition de 2021, 2022 et 2023. Et si tu ajoutes les unités entre elles, les dizaines entre elles et les milliers entre eux, de ces années, ça fait 666. Bon, évidemment, tu n'ajoutes pas les zéros, donc les deux ensemble, ça fait 6. Bon, bref, comme par hasard. Et ils nous contrôlent tous. Mais évidemment. Tout était prévu. Et tout était La Commission européenne en parlait déjà l'année dernière. Comme par hasard. C'est normal. Allez, bon, en tout cas, avant qu'on aborde notre petite rétrospective 2021, donc encore une fois, les sujets phares, on fera pas tout, on vous dira ce qui nous a marqué, ce qui, en tout cas, moi, m'a marqué, et puis tu diras s'il y a des choses qui t'ont marqué toi aussi de ton côté, Cassim. Mais je voulais revenir quand même sur cette fin d'année 2021, parce que vous avez été nombreux et nombreux à vous manifester en fin d'année pour soutenir Tech Café financièrement, donc vous avez écouté mes appels, et je voulais du coup vraiment vous en remercier très chaleureusement. En fait, vous avez même permis de franchir pour la première fois un palier que j'avais défini il y a des années de ça, quand j'avais créé la page de financement participatif sur Patreon pour Tech Café. C'est le palier de plus de 250 soutiens. En fait, ça me fait très très plaisir pour ce side project qu'est Tech Café, qu'est ce podcast dans mon quotidien. Ça fait très très chaud au cœur. Merci beaucoup d'avoir répondu présente et présent. Et il y a plusieurs versements qui vont partir à des associations comme convenu. J'ai commencé à me coordonner avec les personnes qui ont soutenu Tech Café sur cette fin d'année. Il y a notamment L214 qui va avoir un bon versement. Merci beaucoup en tout cas. Et puis vous le savez, si jamais vous aussi vous avez envie de soutenir le podcast, vous pouvez aller donc sur patreon.com/techcafé et vous profiterez notamment en contrepartie d'un abonnement privé du podcast sans la pub et avec le chapitrage. Franchement, ça vaut le coup de se pencher dessus. Merci en particulier à Thierry Engel, à Max Zedozer, à Eric Debief, Marc Bubels-Pérez, Octave, Erwan Lebras et Varloche, merci beaucoup. J'en profite aussi pour remercier, tiens-toi bien Cassim, c'est Jonanas87 qui a déposé un avis sur Apple Podcast et qui a dit, tiens-toi bien, de loin le meilleur podcast tech français. Bon, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas ça fait Bien très sûr. très plaisir. Les sujets abordés sont variés. Je dirais que ça dépend des épisodes. Alors effectivement, ça dépend des épisodes, mais probablement que celui que vous écoutez sera emblématique et probablement le meilleur épisode de 2022, au moins pour un temps. Il dit aussi que les deux Guillaume ne parlent que, il le dit en majuscule, que de ce qu'ils connaissent. Résultat, zéro approximation. Un vrai travail journalistique. Merci pour votre super travail. Écoute, merci beaucoup, 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 Jonanas. Sans autre forme de procès, on revient donc sur les sujets phares de 2021, donc ce qu'il fallait pas manquer. Alors si vous suivez l'actu tech, forcément ça va vous faire des échos. Et en même temps, si vous plongez dans le bain, vous allez avoir les points de repère. Je reviens
un an en avant, Cassim, on remonte la cassette VHS et on revient en tout début d'année parce qu'après avoir rechigné à réagir aux propos du président de l'époque, de Donald Trump, enfin le futur ex-président Donald Trump de l'époque, pendant des années, les plateformes de réseaux sociaux ont profité de sa non-réélection et de l'invasion du siège du Congrès américain. C'était un événement qui avait évidemment fait date dans l'histoire de la politique et de la tech. Donc une invasion par des soutiens, en bonne partie, on va le rappeler, des suprémacistes blancs, pour le bannir. Et en fait, c'est une suspension permanente qui a eu lieu sur Facebook pendant au moins 2 semaines, disait-il à l'époque, mais en fait, il n'est pas revenu sur Facebook. Il a été banni aussi évidemment d'Instagram, qui est la plateforme bien entendu associée à Facebook, banni de Snapchat, de Twitch, de Twitter, de TikTok. Il y a aussi des comptes où il y avait des services, comme il y avait Shopify notamment, qui permettaient de vendre des produits pour le soutien de Donald Trump. Donc tout ça a été banni. Et quelque part, c'était vraiment un point marquant. Et à l'heure où on parle, on va en reparler tout à l'heure en cette début 2022, cette fin 2021, de la décentralisation d'un Web 3, comme on a commencé à le présenter, ça me fait moi un enseignement très très fort que j'ai acquis en 2021 et vraiment je le considère comme étant un point de repère fort dans ma vision de la tech et des interactions qu'il peut y avoir sur les plateformes comme les réseaux sociaux. C'est que on a besoin plus que jamais de modération en fait c'est tout simplement impensable aujourd'hui, je pense, d'espérer qu'un service en ligne ouvert ne fasse pas l'objet de modération. Pourtant, c'est d'ailleurs ce qu'il voulait, lui, mettre en place, Donald Trump derrière, et on sait qu'il a un projet de réseau social qui se veut pas vraiment modéré et très ouvert, donc on imagine bien toutes les dérives qu'il pourra y avoir. On avait parlé de Parler, qui est assez emblématique dans cette direction-là. Et donc, pourtant, c'est un petit peu la direction que prend l'actu autour de la tech dans ces derniers mois, c'est la décentralisation pour justement ne pas avoir à subir une modération trop centralisée, une mainmise trop importante concentrée dans des pouvoirs un peu trop réduits. En fait, j'ai un contre-exemple en tête, une exception qui est plutôt viable d'un outil qui est ouvert et qui est modéré, mais modéré intelligemment par ses utilisateurs. C'est Wikipédia, cette espèce de dinosaure du web qui est toujours aussi précieux, je trouve, et qui est toujours une aussi belle invention technologique qu'on a à notre disposition. Et je me dis que quelque part, il y en a plus beaucoup des services de ce type-là. Je sais pas si, Cassim, toi, tu partages un peu ces conclusions en matière de modération en ligne. J'ai l'impression quand même qu'il y a un gros consensus des observateurs de la tech dans ce sens-là, qui dit que, grosso modo, on a tous besoin d'une modération en ligne pour les services qui sont ouverts type réseaux sociaux. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon toi d'ailleurs, que Wikipédia est pas vraiment exposé de la même manière que les autres plateformes? Est-ce que c'est le fait que c'est tout simplement par définition pas un réseau social? Je sais pas quel regard tu portes sur ces aspects de modération. Déjà sur Trump, c'est un point de départ intéressant parce qu'en plus du coup nous, ça va être à notre tour d'avoir une élection présidentielle. Ah oui, cette année, tu m'étonnes. Je regarde ça de très près. Il y a un parallèle forcément à faire et je trouve ça intéressant aussi d'ailleurs que finalement après ce coup de semonce super important du bannissement de Trump en début d'année dernière, il n'y a pas eu de vague d'autres bannissements importants. C'est vrai. Je sais pas moi, il y a pas d'autres figures politiques dans d'autres pays ou quoi qui ont été bannis par modération comme ça, parce que donc on sent vraiment que c'est à mon avis l'attaque du Capitole quand même qui a vraiment cristallisé, qui a été ce point de rupture où il a fallu agir en fait pour les services, en plus des services qui viennent des États-Unis. Tous ces réseaux sociaux. Il y a un exemple peut-être en France, avant de te laisser continuer, un exemple en France très récent, mais qui a évidemment une portée beaucoup moindre, c'est la déclaration de candidature d'Éric Zemmour, qui a été limitée, alors on est loin d'un bannissement et d'un retrait de sa vidéo, mais qui a été limitée aux mineurs, quoi. Donc juste pour... On sent quand même que il y a cette volonté de pas laisser déborder les choses, mais évidemment avec des actions qui sont beaucoup plus réservées qu'un bannissement, ça c'est clair.
J'ai pas plus en tête les images, donc je sais pas s'il y avait une raison derrière. La raison qui avait été interprétée au départ, c'était que grosso modo, ils avaient utilisé plein d'images pour lesquelles ils n'avaient pas des droits. Ils n'avaient pas les droits. Oui, mais vraiment, la raison qui a été mise en avant de manière un peu floue, mais quand même assez explicite de la part de YouTube, c'est qu'il y avait des images d'incitation à la haine, à la violence. Oui. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont pas directement banni la vidéo, mais qu'ils ont réduit la consultation de la vidéo aux comptes qui sont explicitement déclarés comme étant des comptes de majeurs. Mais évidemment, encore une fois, on est dans des proportions de mesure de la part de ces plateformes qui est tout à fait différente. En tout cas, oui, la modération, elle est forcément nécessaire et elle est encore largement insuffisante sur toutes les plateformes, même les plus populaires. On sait que Facebook, par exemple, il y a un gros problème de désinformation. Enfin, il y a deux sujets de modération. Il y a la désinformation, qui est en particulier le problème de Facebook, mais pas que. Mais sur Facebook, c'est là où c'est le plus criant, avec bien sûr la question du vaccin et du coronavirus. Et il y a la modération par rapport au harcèlement. Et là, par contre, c'est tous les réseaux sociaux où c'est vraiment largement insuffisant. Tu disais que Wikipédia était un peu en dehors de ça. Je trouve pas du tout, dans la mesure où, enfin, ils ont une armée de modérateurs justement, et il y a beaucoup de, enfin, dès que t'es sur des articles un peu chauds, type celui à mon avis d'Éric Zemmour, ça m'étonnerait pas. J'ai pas été regardé. Il y a des discussions en permanence. Il y a il y a des armées de militants qui vont aller éditer la page pour supprimer des choses. Par exemple, je sais que la page de Valérie Pécresse avait été éditée pour supprimer sa participation à la manif pour tous, pour que ça soit effacé un peu, qu'on l'oublie, ce genre de choses. Donc il y a des combats politiques super importants sur Wikipédia. C'est pas si calme que ça. Mais sur Wikipédia, ce que je voulais dire, pour compléter un petit peu mon analogie, c'était de dire que c'était pas des, et je me trompe peut-être d'ailleurs, mais c'est pas des armadas de modérateurs salariés de la fondation Wikipédia, c'est dans une immense majorité des utilisateurs, tu vois, des bénévoles utilisateurs. Et c'est ce qui me fait penser que c'est quelque chose d'assez unique, c'est que si tu vas sur d'autres plateformes qui sont entre guillemets modérées par les utilisateurs, tu n'obtiens pas du tout ce même résultat. Mais enfin, je me trompe peut-être, je me rends pas compte. Il me semble que la situation de Wikipédia est un peu plus compliquée que ça. Ouais. Mais en tout cas, sur la question plus large de la modération, je ferai aussi référence à un thread. Malheureusement, j'ai plus le lien ou le nom en tête, mais d'une femme qui avait fait un thread pour parler des réseaux sociaux et la façon dont, en gros, tu pouvais te faire harceler sur chacun d'entre eux, et où il y avait pas où le contrôle était insuffisant. Et elle expliquait que si elle avait fait un thread sur les réseaux sociaux où il n'y avait pas de problème de modération, en fait le thread serait vide, quoi, en gros. Ouais, donc, tout à fait. Oui, clairement, c'est un problème en cours et qu'il va falloir continuer à régler. Et non, la liberté d'expression n'est pas absolue. Et ça, j'espère que maintenant on va commencer à pouvoir doucement mais sûrement enterrer cette idée que on peut dire tout et n'importe quoi sans risquer rien, et que dès qu'on te bannit ou qu'on te supprime des messages, c'est pas une censure diabolique de l'État soviétique, ni comment dire, voilà, une outrance particulière. C'est les limites de la liberté d'expression pour que ça puisse se faire en société de façon respectueuse, quoi. Bien sûr. Et c'est pas des trucs incroyables qui sont bannis, faut vraiment y aller, quoi. Et c'est pas le premier amendement des États-Unis qui autorise tout le monde à raconter n'importe quoi et qui interdit les plateformes d'y modérer. Les gens ont un peu trop regardé New York police judiciaire et il faut pas s'improviser juriste sur ces sujets-là, je pense. Écoute, en tout cas, on va mettre cette modération comme étant un axe phare à surveiller. On parle. Je pense qu'en France, on va en parler, quoi. Comment, pardon? Je pense qu'en France, on va en parler dans les prochains mois. Alors oui, c'est indéniable, et à mon avis, il va y avoir une succession d'actualités sur ce sujet autour de la politique qui va être à la fois inquiétante, mais aussi très intéressante. Ça, c'est clair. Surtout quand on voit à quel point la discussion se polarise sur des sujets qui sont très susceptibles de laisser place à de la modération. Alors justement, on parle de réseaux sociaux, on va reparler un petit peu de décentralisation, mais en attendant, on va parler un petit peu aussi
de TikTok. Alors, juste avant qu'on enregistre cet épisode, tu me disais, Cassim, que tu étais un utilisateur phare de Discord, et j'ai l'impression que les outils dans lesquels tu es très investi au quotidien ne sont pas légion, et je suis pas sûr que TikTok en fasse partie. Si ? Non. Non, mais je rigolais parce que ça y est, c'est l'instant de dénonciation. Bien sûr. Les dossiers sur Cassim. Ah non, mais on cache rien ici. J'ai pas de compte. Je crois pas avoir de compte, ou peut-être j'en ai un, mais en tout cas, je n'utilise pas. Je l'utilise pas. Écoute, c'est dommage parce que pour le coup, alors autant Snapchat, c'était vraiment ma période vieux con, genre c'est un truc pour les jeunes, je m'y intéresserai jamais. Autant TikTok, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses intéressantes qui s'y passent, des choses rigolotes, des choses voilà. Eh ben, je pense que les chiffres vont te donner raison, parce que il y a un chiffre qui a été marquant cette année et une trajectoire qui est importante, c'est celle donc justement de TikTok. Il y a encore quelques mois, je sais pas si tu te rappelles, mais allez, on va dire une bonne grosse année, un peu plus d'une grosse année, on le voyait comme étant une victime collatérale de la guerre entre Donald Trump et la Chine, et probablement qu'il y avait encore une bonne partie des observateurs de la tech qui caricaturaient TikTok comme étant le réseau social chinois. Mais en fait, au final, c'est... Oui. Oui, non, mais il a failli se faire. C'était pas clair. Il a été en danger, quoi. Oui, alors c'était pas clair ce qui pouvait se passer. Trump a quand même essayé. On sent que Trump a essayé de virer à un moment. C'est vrai. Il y a eu toutes les histoires autour du potentiel rachat de TikTok. Mais oui, finalement, rien ne s'est fait. Mais pire que ça, en fait. Et serait pas d'accord pour dire, il s'est rien passé ou quoi, on va dire. T'as raison. Mais TikTok, il a échappé, en tout cas, c'est sûr. T'as raison. Mais alors ça c'est indéniable. Mais par contre, du coup, ce qui s'est passé, c'est que TikTok a eu complètement le champ libre, et c'est un espace qui a clairement explosé en 2021. Alors on peut l'illustrer, c'est pas que l'affirmation de Guillaume Vendée dans Tech Café. On peut s'appuyer sur des chiffres qui ont été communiqués il y a quelques jours par Cloudflare. Alors pourquoi on va s'intéresser à Cloudflare ? C'est parce que c'est un acteur assez central dans la mise à disposition des contenus sur le web. En fait, c'est une entreprise américaine qui propose en gros un réseau de distribution de contenu, mais il propose aussi des services de sécurité sur Internet, des services distribués pour les fameux serveurs de noms qui associent les noms de domaine et les pages web. Donc en gros, ils ont une vue assez complète. Et les tuyaux, quoi. Et voilà, c'est la vue sur les tuyaux, pas les tuyaux de Orange qui passent sous l'Atlantique, mais vraiment les tuyaux logiciels qui distribuent les informations sur le web. Et donc leur position, ainsi que leurs données issues de leur service, permettent d'établir des classements en gros, qui est le plus consulté. Alors, vous vous en doutez, Google est toujours très très bien placé. Ils sont toujours un acteur majeur du web. Au passage, d'ailleurs, j'ai du mal à me rendre compte si Cloudflare reflète aussi les usages d'autres pôles d'utilisation du web, comme par exemple la Chine, la Russie. Tu vois, je pense qu'il y a peut-être pas forcément des vues sur ces usages-là, mais en tout cas, sur ce que voit Cloudflare, Google est toujours très très bien placé. Ils ont été historiquement les premiers, mais c'est TikTok qui a pris cette place de premier site web dans le monde, qui est le plus consulté désormais. Ça s'est fait timidement en février 2021, où ils sont passés très brièvement premier site devant Google. Ensuite, c'est revenu en mai, et puis durablement à partir du mois d'août, ils sont installés comme étant donc le premier site. Et ce qu'il faut, c'est là où c'est assez dingue, c'est que un an avant, en 2020, ils étaient au mieux 7e. Donc on voit l'explosion que peut représenter TikTok. Il y a aussi un indicateur que je trouve assez fort, c'est que dans les usages au quotidien, justement, les personnes qui décrivaient TikTok comme étant l'outil des adolescents pour regarder des vidéos en boucle commencent de plus en plus à dire ce que tu as dit tout à l'heure, à savoir qu'il y a du contenu intelligent, du contenu qui est bien fait, évidemment beaucoup de contenu divertissant, et surtout un algorithme qui est diablement bien fait. Je me suis un peu retroussé les manches et je me suis un peu plongé dans TikTok ces dernières semaines, et je dois reconnaître qu'une fois que tu as lancé l'application et que tu fais défiler ce qui apparaît dès la page d'accueil, il y a aussi le contenu qui t'arrive dès la première utilisation de l'application, et t'es complètement immergé, et il y a quelque chose de très satisfaisant à faire défiler les contenus, et l'algorithme est extrêmement bien fait et te captive de manière inégalée. Pour moi, il y a aucun réseau social qui est arrivé à rendre ça aussi puissant au niveau de l'addiction. Donc bravo TikTok, belle explosion en 2021. On peut souligner au passage que
Facebook est troisième, donc ils sont pas encore enterrés loin de là comme plateforme, hein, très très loin de là. Amazon sont sixième, donc je pense que ça comprend la galerie en plus vidéo, toute la galaxie Amazon, évidemment pas la partie hébergement, hein, mais la partie web et tous les services qui tournent autour d'Amazon. Ils sont donc sixième devant Netflix et alors là, j'ai été très étonné, Cassim. Apple sont quatrième. S'il y a bien un acteur que je voyais pas haut placé dans le classement du web, c'est Apple, parce que pour moi, c'est un gros fabricant, mais c'est pas forcément un gros acteur du web. À croire que je me trompe. Cassim, je sais pas si ça t'inspire, cette remontada, ou plutôt cette explosion de TikTok. Je sais qu'il y a un compte Frandroid sur TikTok, et je me suis abonné, j'ai commencé à regarder ce qui se passait. J'ai vu aussi qu'il y avait des vidéos dessus qui avaient un nombre de vues très impressionnant. Alors c'est assez disparate, hein. Je parle pas que du compte Frandroid. Il y a toujours des comptes de marques ou de médias qui prennent la parole sur TikTok où le nombre de vues est assez disparate, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est une belle explosion. Est-ce que tu l'as observé, toi, à la rédaction, cette explosion de TikTok? Est-ce que c'est un axe de travail que vous avez? Oui, après, même autour de moi, après, bon, comme j'ai dit, je l'utilise pas, donc du coup, je suis pas forcément le plus connaisseur du sujet, mais c'est clair que moi, enfin, en tout cas, j'ai quand même le nom et le réseau social en lui-même m'intéresse, même d'un point de vue externe, ce qui est pas souvent le cas pour des réseaux sociaux. Moi, j'en utilise pas énormément, à part Discord et Twitter au final, ouais. Et Slack pour le boulot. Mais dans le cas de TikTok, oui, il y a du contenu de plus en plus intéressant, de ce que j'ai cru comprendre, ou de ce que j'ai vu quand même tu sais, sans compte, tu peux quand même recevoir des liens et voir du contenu, ou du contenu, tu sais, qui est souvent repris de TikTok et qui est mis sur Twitter aussi. C'est très très souvent le cas. La plupart des vidéos sur Twitter maintenant, de plus en plus souvent, je vois que c'est des vidéos qui viennent de TikTok à la base, quoi. T'as le petit logo qui s'affiche. Sur Instagram aussi, d'ailleurs. Oui, donc c'est un format qui vraiment prend en ampleur, et puis j'ai l'impression qu'il y a, ça va être ma marotte, il y a un contenu militant aussi. Enfin, je sais qu'il y a des milieux militants qui ont réussi à s'emparer de ce format-là aussi pour communiquer. Je serais pas étonné, tu sais, je repense, ça me traverse l'esprit. Je sais qu'en 2017, il y avait un Discord, un serveur Discord pour la France Insoumise. Voilà, est-ce que 2022, est-ce que l'élection de 2022 se jouera sur TikTok? Non, pas du tout. Mais il y aura forcément, je pense, des candidats qui essaieront de s'intégrer. Je promets de pas répondre au présidentiel 2022 à chaque question que tu vas me poser. Ah, c'est dommage. Mais en l'occurrence, c'est un indicateur important. En l'occurrence, bon voilà, j'y pense. Mais oui, non, mais voilà, c'est clair que le réseau est rapidement en train de devenir incontournable. Et je trouve ça aussi intéressant dans la mesure où on avait un peu l'impression depuis peut-être depuis Snapchat que bah ça y est, c'était installé. Même, tu vois, Snapchat était un peu retombé, alors que pas tant que ça en fait au final. Et on avait un peu l'impression que Google n'avait pas réussi à lancer son réseau social, Apple n'avait pas réussi à lancer son réseau social, car oui, Apple a essayé une fois. C'est clair. Et globalement, on a l'impression que c'était impossible, en gros, de lancer. Maintenant, c'est fait. Tu vois, Facebook, ils ont 1 milliard d'utilisateurs. Tu peux plus les concurrencer. Et en fait, TikTok finalement montre que si avec un nouveau concept, tu peux encore créer une nouvelle communauté, un nouveau dialogue, etc., quoi. Ouais, carrément. Je rejoins parfaitement ta réflexion, et je suis encore une fois estomaqué, moi, quand je vois l'entourage des personnes jeunes autour de moi, quand je vois les usages qu'ils ont de leur smartphone, de jongler aussi habilement entre TikTok, Snapchat, je cite évidemment pas Facebook là-dedans, mais WhatsApp. Enfin, ils arrivent vraiment bien à jongler là-dedans. C'est assez impressionnant. Bon, en tout cas, bravo TikTok. Je pense que si jamais vous travaillez dans la com ou dans les médias, si vous regardez pas ce qui se passe sur TikTok, vous êtes complètement à côté de la plaque. Donc voilà, grâce à Tech Café, vous saurez qu'il faut vous y intéresser forcément. Alors, autre sujet qui va commencer peut-être à faire sourire dans les phénomènes phares de 2021, c'est le métavers. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est cet été qu'on a commencé à voir des gros coups de semonce de communication de la part de Mark Zuckerberg autour du métavers. C'est difficile de pas faire un récap 2021 sans parler de métavers. C'est à double titre d'ailleurs qu'on va en parler. Bon, d'une part parce que c'est le buzzword, ça c'est clair, tout près des NFT, mais on reparlera des NFT aussi juste après, mais aussi parce que c'est un sujet qui est finalement terriblement vague. Plus on en parle, plus il y a des interprétations, et plus la vision collective de ce sujet est pas forcément hyper
clair, hyper explicite. On avait parlé, je sais pas si tu te rappelles Cassim, c'était en 2020, peut-être avant, il me semble que c'était en 2020, de Neuralink en plein été, et il y avait eu cette espèce d'effet waouh au moment de l'annonce, en se disant quoi, ouais, ça allait être quelque chose qui allait être vraiment une étape, un vrai marqueur dans la tech, et puis ça s'est un petit peu essoufflé. C'est pas le cas du métavers, sans pour autant qu'on sache vraiment ce que c'est encore, mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde en parle. Ça plane dans les allées du CES, ça plane dans les annonces de la tech chinoise. On sent que c'est une orientation qui se prend. C'est en tout cas la prochaine grande étape des réseaux sociaux telle qu'elle est définie par Mark Zuckerberg, donc CEO de Facebook. On va rappeler peut-être ce que c'est, et ce qui est assez marrant, c'est quand on le rappelle, à chaque fois, dans tous les articles qu'on voit sur tous les sites et tous les médias du monde, quand il y a un article qui parle du métavers, une fois sur deux, en intro, il y a le rappel du fait que c'est Neil Stephenson qui a écrit un bouquin, donc c'est un romancier qui a inventé le terme de métavers dans son roman Snow Crash de 1992, où il faisait référence à un monde virtuel en 3D qui est habité par des avatars de personnes qui existent vraiment. On parle aussi assez régulièrement du film Ready Player One pour essayer de rendre un petit peu tangible tout ça. Ça reste quand même, encore une fois, très flou. La définition qu'en fait Meta, donc le nouveau nom de Facebook, l'entreprise qui s'appelait avant Facebook, c'est un ensemble d'espaces virtuels où vous pouvez créer et explorer avec d'autres personnes qui ne sont pas dans le même espace physique que vous. Bon, ça reste encore une fois très vague. Plusieurs réflexions autour du métavers. D'une part, donc c'est pas gagné, ni techniquement, parce qu'on voit bien qu'il y a des ressources techniques qui sont derrière, qui n'existent pas encore aujourd'hui. Si on veut voir aboutir ça de manière persistante et partagée par l'ensemble des utilisateurs en même temps. Donc ni sur l'adoption de la technologie, on sent bien aussi qu'il y a un petit peu de friction. Déjà sur la VR, on sent que c'est pas le truc qui est dans toutes les chaumières, alors le métavers qui exploiterait en partie la réalité virtuelle, encore moins. Et puis, d'une autre part, est-ce que c'est très différent? C'est la question qu'on se pose à chaque fois de ce qui existait et de ce qui existe même encore, comme par exemple le légendaire Second Life, que seuls les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Est-ce qu'il pourra émerger financièrement, ce métavers? Ça, c'est une vraie question. Et en fait, j'ai appris là, ces derniers jours et ces dernières semaines, en creusant encore un petit peu le sujet, en faisant ma veille, qu'il y avait des choses qui existaient déjà et qui tournent a priori plutôt bien. J'ai découvert Zepeto, qui a été créé en 2018, qui est, alors pour la petite anecdote, hein, c'est pas un cirque, c'est pas un clown, c'est pas un site de vente de chaussures en ligne, c'est bel et bien un espace de type métavers qui est très utilisé a priori par des adolescentes. Le principe donc c'est qu'on se crée un avatar. Je l'ai testé, hein, je l'ai installé sur mon téléphone et je me suis créé mon avatar. J'ai eu de la peine à pas me faire un avatar qui soit ou féminin ou androgyne parce que c'est vraiment très très orienté, mais bon. Donc vous créez votre avatar avec beaucoup de personnalisation possible. Vous pouvez acheter des accessoires, vous pouvez les débloquer avec des pubs. J'imagine qu'avec les différents jeux, les différentes activités, vous allez gagner de la monnaie, vous allez pouvoir vous acheter des accessoires. Et puis on fait donc évoluer cet avatar dans des espaces de jeu, des interactions où on a d'autres utilisateurs. Alors, tous les utilisateurs sont pas en même temps à côté de vous, mais il y a différents espaces où vous pouvez échanger avec d'autres utilisateurs. Et a priori, les indicateurs montrent que c'est vachement utilisé en Asie. On parle notamment du Japon, de la Corée du Sud, de la Chine, par des personnes de 13 à 25 ans. J'ai fait mes devoirs, Cassim, d'investigateur, et j'ai été me renseigner auprès de celle qui m'avait parlé en premier de TikTok, et en l'occurrence même plutôt de Musical.ly à l'époque. C'est ma nièce, et je lui ai demandé si elle connaissait Zepeto, et elle m'a répondu, via Snapchat évidemment, elle m'a répondu que elle savait pas bien ce que c'était, mais que sa petite sœur avait installé ça et que elle-même avait rien compris. Donc si elle est dépassée à 15 ans, je vous laisse imaginer un petit peu ce que ça peut être au niveau des usages. En tout cas, ça rassemblerait 250 millions d'utilisateurs réguliers. C'est aussi vachement occupé par plusieurs marques qui se sont emparées de cet espace. Il y a Louboutin, Samsung, il y a Marvel, il y a des groupes de K-pop aussi qui sont vachement présents. Il y a une grosse économie, même si a priori on manque quand même de chiffres pour identifier les revenus exacts. En tout cas, Zepeto est valorisé un bon milliard. Il y a SoftBank notamment qui a fait un gros investissement là-dessus. Donc c'est un exemple, mais en fait il y en a plein d'autres. Il y a même une présentation très récente de Baidu, qui est le moteur de recherche, enfin l'entreprise tech, notamment moteur de recherche chinois, qui est en train de développer aussi un métavers, qui est un
peu en phase bêta fermée et qui commence à se développer, qui a commencé à être présenté. En tout cas, Cassim, pour quelqu'un dont le nom du compte Twitter a été, durant quelques semaines, si je dis pas de bêtises, Bêta Cassim, où il y avait un truc comme ça, t'as dû renommer ton compte Twitter pendant un temps. J'imagine que t'es d'accord pour partager que c'est pas forcément l'innovation de 2021, mais que c'est au moins une tendance qui est née en 2021 et qui est surtout une tendance, j'allais dire, techno-sociétale à suivre, non ? Alors il y a plein de choses à dire et en même temps, je vais essayer de pas être trop cynique parce que mon pseudo était pas forcément à prendre au premier degré. C'est-à-dire que oui, enfin c'est devenu assez ridicule. En fait, quand un buzzword devient comme, enfin c'est la plupart des buzzwords c'est comme ça, mais quand il commence à être vraiment mis à toutes les sauces, que toutes les entreprises du monde font du métavers sans vraiment comprendre et voilà, ça devient plus ridicule qu'autre chose. Déjà, j'ai du mal à chaque fois avec le fait que on essaye de définir, comment dire, on peut dessiner des tendances quand plusieurs acteurs ou entreprises font des choses, mais tu peux pas vraiment à l'avance dire on va tous faire ça. Parce que enfin la dernière fois qu'on nous a vendu un futur, c'était le futur des chatbots. Bon bah voilà, le futur des chatbots, il est pas qui devait remplacer toutes les applications. Il nous a bien fait rigoler le chatbot. Hein. Avant c'était la réalité virtuelle. Enfin bref, à chaque fois on nous vend la plateforme du futur qui va remplacer toutes les plateformes, mais en fait c'est pas du tout le cas. Et une partie de ce qui fait rire les analystes quand on parle du métavers, c'est le fait que bah oui, ça existe depuis longtemps, donc il y a rien de nouveau. Après ça, voilà, il y a quand même des choses intéressantes à dire dessus. Pourquoi d'un coup tout le monde s'y intéresse? Probablement parce que Zuckerberg te dirait que c'est parce que la réalité virtuelle devient enfin accessible et performante. La raison, c'est aussi que il y a eu le Covid qui a fait qu'on a été tous confinés en télétravail et ça les gens ils ont la tech a envie de nous vendre des choses et aurait bien envie de nous vendre que la prochaine fois qu'on est confiné, on va pouvoir quand même se réunir entre proches, même à distance, et avec quelque chose de mieux que Zoom, c'est-à-dire avec le métavers, ça va être incroyable. Notamment, effectivement, ils se servent de genre Ready Player One, des choses comme ça pour nous le vendre, alors que quand même, c'est quand même des dystopies, quoi. C'est pas vraiment. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est pas des trucs emblématiques d'un bien-être total. Ouais. C'était pas vraiment le but, c'était pas de le prendre comme objectif dans la vie. Marc, fallait comprendre le message. La vie réelle était meilleure. Bref. En plus, Mark Zuckerberg a toujours ce cynisme incroyable dans lequel il t'explique que grâce au métavers, tu vas pouvoir avoir une maison sur une île paradisiaque, comme si lui ne pouvait pas l'avoir déjà. Enfin, ne l'avait pas déjà, en fait. Bref. Mais bon, comme ça, les pauvres pourront s'imaginer ce que ça fait que d'être riche, quoi. Les prolos pourront se faire plaisir. Avec leurs lunettes de réalité virtuelle. Mais dans ce qui est plus intéressant, je pense, à attirer, c'est déjà que le changement de Facebook en méta, au-delà de la blague, pour moi, il faut l'analyser surtout comme le fait que Oculus a pris le pouvoir entre guillemets chez Facebook, parce que c'est pas seulement juste un nouveau nom d'entreprise, comme je le vois parfois, comme fut Alphabet pour Google. Alphabet, c'est une marque qui est pas une marque justement, c'est le nom d'une entreprise qu'on ne retrouve sur aucun produit, parce que c'est juste pour un montage financier. Voilà, ils ont fait leur truc. Meta, c'est une vraie marque qu'on va retrouver sur les produits de réalité virtuelle pour remplacer Oculus. Donc à la place du Oculus Quest 3 en 2022, on va avoir le Meta Quest 3. Et donc, enfin, le nom de l'entreprise maintenant, c'est plus Facebook, c'est le nom des casques de réalité virtuelle. Donc il y a un changement tu vois, la priorité a changé, quoi. Évidemment, c'était aussi pour oublier. Oui, au passage, c'est bien pratique, effectivement. Mais c'était probablement pas la raison principale, je pense, quand même. Mais enfin, ça tombe bien. Il aurait pu aussi choisir un nom, si tu veux, aussi entre guillemets, j'allais dire aussi nul qu'Alphabet. Ouais, un truc générique. Et dans lequel on aurait retrouvé Meta pour les produits de réalité virtuelle et Facebook pour le réseau social. Et Meta aurait été juste une filiale. Exact. Le fait de donner le nom, voilà, directement à l'entreprise, ça a quand même une importance stratégique. Et après, mais malgré tout ce que je peux dire sur le métavers et que le fait que oui, les entreprises essayent d'y aller et oui, elles essayent de gagner une part du gâteau, parce que ça aussi il faut le rappeler que je crois que tu t'as pas donné le nom, mais le métavers que tout le monde rêve de recréer,
c'est pas Second Life, c'est Fortnite. Exactement. Toutes les entreprises du monde entier prennent Fortnite comme un exemple de métavers. On pourrait aussi prendre, je pense, World of Warcraft, parce que un univers virtuel dans lequel qui est persistant, dans lequel les gens se réunissent, peu importe leur endroit physique, c'est un MMORPG en fait. Roblox. Et ça montre aussi que ça existe, et voilà, Roblox aussi. Et ça montre que ça existe depuis longtemps. Avec la différence quand même, à chaque fois qu'on fait cette analogie, il y a un élément qui me gêne un tout petit peu, c'est qu'il y a une limite qui est une limite technique qui peut être résolue, hein, mais qui est quand même une limite technique importante. Tu parles de World of Warcraft par exemple, mais on est sur des serveurs sur World of Warcraft, tu vois. Et je parle pas des serveurs privés, hein, je parle juste quand on joue à World of Warcraft à la base, on va sur Archimonde, que sais-je, et du coup t'es pas en directe interaction avec la totalité des utilisateurs de World of Warcraft. Là, l'ambition d'un métavers tel qu'il est dessiné par Mark Zuckerberg, et c'est une ambition qui justement demande des ressources technologiques absolument dingues, et aujourd'hui a priori l'humanité l'a pas encore à sa disposition, c'est de dire que n'importe qui peut se connecter avec n'importe qui via le métavers à tout moment, quoi. C'est la limite. Je vois pas la différence. Bah, sur World of Warcraft, si tu veux jouer avec moi, il faut qu'on soit sur le même serveur. Oui, enfin oui, ouais. Oui. T'es pas convaincu par ma limite que je vois. Bah, disons que faut que tous les deux qu'on soit sur Meta pour communiquer sur Meta, quoi. Oui. En gros, enfin, tu vois, enfin, oui, il y a une couche d'attraction un petit peu supplémentaire, je te l'accorde. Mais en termes d'usage, on a bien compris que c'était effectivement exactement la même chose. Mais bref, en tout cas, est-ce que le métavers c'est le futur? Ouais. Est-ce que c'est l'année du métavers, c'était 2021 ou 2022? Ouais, on verra. Enfin, c'est jusqu'au prochain buzzword qu'on va peut-être aborder juste après. Mais après, oui, il y a une espérance des entreprises de créer un truc, d'essayer d'un peu de normaliser encore plus le fait de passer par son ordinateur pour communiquer, notamment à l'époque du Covid. Voilà. C'est une intersection entre pas mal de sujets de la tech en fait, mais c'est pas en soi un truc qui va genre remplacer le smartphone, remplacer le PC ou voilà. Je suis assez d'accord, et quand on voit les rumeurs qui sont accentuées, hein, on nous dirait que cette année à la WWDC d'Apple en juin, il y aurait une présentation d'une interface de type réalité virtuelle de chez Apple, etc. Bon, on sait pas encore bien ce qui va se passer derrière. Je pense qu'il y a un enjeu très important qu'il faut avoir en tête, et qui conditionne aussi le fait que le prochain buzzword effectivement qu'on a dans le conducteur Cassim qu'on va aborder émerge, et que en fait tous ces sujets émergent. C'est que finalement, c'est devenu beaucoup plus compliqué de voir des grandes étapes marquantes de la tech. Et je pense qu'inconsciemment, on se rend tous compte en tant qu'observateurs que ce qui se passe dans le monde de la tech, c'est finalement très très proche et très similaire à ce qui se passait il y a de ça quelques années. Si on remonte il y a 10 ans, 15 ans, une année dans le monde de la tech, je pense que ça faisait évoluer profondément les usages d'une manière ou d'une autre. Alors non pas que le quotidien a été bouleversé, hein, très très loin de là, mais les évolutions d'une année sur l'autre, ne serait-ce qu'en matière de smartphone, étaient suffisamment marquantes pour qu'on les surveille, qu'on soit marqué par ces différentes évolutions. Et j'ai l'impression que les évolutions maintenant dans le monde de la tech sont beaucoup plus fondamentales, que les vrais changements ils se font sur des aspects qui sont beaucoup moins perceptibles par le grand public. Et donc du coup, en tant qu'observateur et vulgarisateur de la tech, et en tant qu'usager, utilisateur grand public, eh bien, je pense qu'on attribue très très vite un sujet qui arrive, qui est bien packagé, qui est séduisant comme étant le prochain grand bouleversement de la tech. Et probablement par erreur, quoi. Je suis pas certain que les prochaines évolutions fondamentales de la tech soient visibles facilement du grand public. Oui, et puis il y a une course à l'innovation, enfin une course, comment dire, à la fausse innovation, justement, au mot innovation. Voilà, on va innover, on va disrupter, on va uberiser les choses et machin. Enfin, et tu vas essayer de caler le maximum de buzzwords dans ton communiqué de presse pour qu'on parle de toi. Le meilleur exemple en date, c'est la lettre de Nouvel An du président de Square Enix qui parle de 2021 comme l'année du métavers, comme si, enfin, il en parle comme si le monde entier si tu demandais à n'importe qui dans la rue 2021 c'était quoi qui t'avait marqué, pour lui c'est évident que la personne va répondre le métavers, quoi. Alors que, enfin, pas du tout, quoi. Soyons sérieux. Et en plus, je rajouterais par rapport à ce que ton analyse par rapport à il y a 10 ans, l'urgence climatique, je pense, et la question de l'environnement qui, enfin, en tout cas, je trouve est de plus en plus prégnante. Et je trouve du coup
empêche. Enfin, moi, ça m'empêche en tout cas de m'enthousiasmer pour des choses qui ressemblent de plus en plus à de la semi-innovation, du gâchis, enfin voilà. C'est vrai, c'est un point important que tu soulignes. Je m'étais d'ailleurs fait la remarque en me disant, bah dis donc, il y en a quand même un qui brille par son absence, c'est la lutte contre le réchauffement climatique dans le monde de la tech, parce que, bon, certes, il y a des initiatives, hein, mais elles sont tellement peu... Et c'est une bonne transition en plus. Absolument, on va évidemment s'en servir allègrement, mais elles sont tellement peu impactantes, les innovations dans ce domaine, et au contraire, il y a des innovations qui sont tellement problématiques sur le sujet que ça en devient un sujet de plus en plus difficile à gérer. Mais bon, et à assumer philosophiquement. Du coup, on va installer là tout de suite un autre thème incontournable de 2021. Et c'était l'ennemi de François Hollande, c'est le monde de la finance. Vous allez voir sous quelle facette. Il y a un an, Cassim, rappelle-toi. J'avais résisté au fait de dire que la campagne présidentielle se passerait dans le métavers peut-être et tout. Bref. C'est moi qui te le distille comme ça pour te ramener sur le sujet. En fait, il y a un indicateur que je voulais te donner. Il y a un an, figure-toi qu'un Dogecoin coûtait 8 millièmes d'euros. Il coûtait ensuite 57 centimes d'euros le 7 mai 2021. Imagine cette crypto-monnaie qui a été fondée principalement, je pense qu'on peut le dire, hein, sur une blague, avait réussi à faire plus de 600% d'augmentation de sa valeur, le tout largement propulsé par les prises de parole d'Elon Musk. Depuis, bon, sa valeur est retombée largement, elle s'est plus ou moins stabilisée autour des 15 centimes. Et en fait, c'est marrant parce que c'est probablement une des premières crypto-monnaies dans laquelle beaucoup de personnes, pas forcément technophiles, pas forcément des personnes qui sont passionnées par les investissements, et beaucoup de personnes qui n'y connaissent rien aux crypto-monnaies, ont commencé à investir. Et je pense que c'est à la fois représentatif et caricatural de la spéculation qui a pu arriver dans le monde des crypto-monnaies. Et le pire, c'est que le fonctionnement d'une bonne partie de ces crypto-monnaies, comme on le disait juste avant, est extrêmement énergivore. Et évidemment, le fonctionnement de ces crypto-monnaies pose quand même des problèmes quant à la consommation d'énergie qui est faite au regard de ce que ça permet en matière d'usage. On n'a pas eu aujourd'hui une démonstration hyper pertinente autour des nouveaux usages qui pourraient être apportés par les crypto-monnaies. Il y a toujours des arguments qui disent justement, décentralisation. Alors vous avez vu, hein, est-ce que c'est un sujet qu'on veut vraiment mettre sur le devant de la scène, la décentralisation à tout prix? Je ne sais pas. Mais même, en fait, au niveau des usages, je suis encore pas convaincu et j'ai l'impression que là encore, les observateurs de la tech sont pas convaincus. Un des meilleurs conseils qu'on peut donner en tirant les enseignements de 2021, c'est probablement de se méfier, comme du Covid, des soi-disant opportunités d'investissement dans les crypto-monnaies. Et alors peut-être avant de te laisser aussi réagir, Cassim, sur ce sujet, j'en profite pour glisser un autre sujet qui est lié à la tech et à la finance. C'est l'affaire GameStop et Wall Street Bets, qui a une composante tech qui est un petit peu moins importante, mais quand même. On peut peut-être rappeler dans les grandes lignes ce qui s'est passé, parce que je me suis rendu compte au travers de différents échanges que tout le monde n'avait pas bien en tête ce qui s'était passé durant cette année 2021. En fait, GameStop, pour rappeler, hein, c'est une enseigne de vente de jeux vidéo. Et effectivement, c'est la maison mère de Micromania. Donc, quand vous voyez les magasins Micromania, sachez que c'est GameStop derrière, qui a d'ailleurs annoncé la suppression de nombreuses boutiques et le licenciement de pas mal d'employés depuis notamment 2020. Leur action était évidemment pas très élevée et il y avait plein de fonds d'investissement qui pariaient à la baisse, qui shortaient, comme on dit dans le milieu, sur le cours de GameStop. Mais en fait, face à ce mouvement, il y a des communautés d'internautes qui se sont coordonnées, notamment sur Reddit, pour investir massivement dans l'action GameStop, en s'appuyant, et c'est là la composante tech qui est intéressante au-delà du réseau social, mais sur des apps qui vous révolutionnent un petit peu l'accès à la gestion financière au quotidien, comme Robinhood, qui permettent très très facilement d'acheter des actions en bourse sans avoir les mécaniques hyper compliquées qu'on peut avoir habituellement, notamment auprès de sa banque. Et ça fait grimper en flèche la valeur de l'action GameStop. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe quand tu es un fonds d'investissement qui a massivement parié à la baisse sur une action qui monte? Tu perds potentiellement beaucoup d'argent. Il y a un fonds, Melvin Capital, qui aurait perdu un peu moins de 4 milliards de dollars quand même. Quand je revoyais les chiffres, je me disais que ça devait sacrément leur donner des sueurs froides. Donc on assistait à un bras de fer. Il fallait que les internautes tiennent leur position. Et puis, quelque part, je me mettais à leur place. C'était un arbitrage à avoir pour eux. Ils avaient fait d'énormes plus-values en faisant monter une action de manière
manière très artificielle avec leurs achats massifs. Mais s'ils les revendaient massivement pour profiter de la plus-value, bah, du coup, ils annulaient quelque part le mouvement d'opposition et ils faisaient mécaniquement baisser l'action. Et donc, bah, ils faisaient un aveu d'échec sur leur mouvement militant. Un sacré dilemme. Bon, donc on a dit, hein, on va reparler un petit peu de décentralisation, c'est un des fils rouges, ça en est une illustration. Alors oui, la centralisation se faisait sur des espaces d'échange comme Reddit, mais ce mouvement se voulait aussi organisé par le collectif. Tu te souviens, j'imagine, de ces grands sujets, Cassim, ils sont encore bien présents dans ton esprit. Est-ce que je fais bien de les mettre dans les événements phares de 2021 ? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels tu voudrais revenir et que ton enseignement aurait grandi sur ces sujets ? Je pense que c'est malgré tout deux sujets un peu différents. Sur les crypto-monnaies, oui, clairement, à part jouer à l'apprenti boursier, ça a pas beaucoup d'intérêt. Et avec la pollution que ça engendre, ça a pas beaucoup d'intérêt. Même technologiquement parlant, la technologie derrière, c'est la blockchain. Oui, sur le papier, la blockchain aurait peut-être des applications à jour qui pourraient peut-être être intéressantes. Mais il y a beaucoup de peut-être. On est loin et c'est difficile. Enfin, je suis sûr qu'il y a plein de gens dans les commentaires qui vont pouvoir, parce que il y a des gens qui sont très 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 prêts à défendre les crypto-monnaies. Mais tant mieux, hein, quelque part, ça permet de s'assurer qu'on passe pas à côté de quelque chose. Mais pour l'instant, j'ai rien qui m'a convaincu. Qui est un peu plus véhémente qu'une autre. Mais disons que quand tu parles du Dogecoin ou quoi, c'est difficile de garder ton sérieux pour défendre un truc comme ça, quoi. Moi, je m'en suis voulu, hein. Je me sentais coupable. J'avais joué le jeu de prendre des Dogecoin, notamment pour le fun, et j'avais fait, franchement, j'avais fait des bonnes plus-values. Alors c'est pour ça qu'en fin d'année, je réinvestissais tout je remettais ça dans des dons pour des associations, notamment. Ah oui, donc tu as transformé ça en cadeau fiscal, quoi. C'est ça que t'es en train de dire. Oui, tu peux le dire comme ça. Ouais, tu peux le dire comme ça. On voit on comprend votre objectif, monsieur Vendée. On a compris. Ah, c'est moche. Très bien. Non, mais moi, je vois clair dans votre jeu. Bref, en tout cas, oui, à part l'Ethereum et le Bitcoin, en gros, c'est sorti de ça, c'est très vite limité. Je parle même pas des NFT dans les jeux vidéo qui sont, on va en reparler après. Voilà. Dans le cas de GameStop, je trouve ça un peu, il y a deux facettes. La première, c'est le côté communautaire et grâce aux outils, notamment Internet, on peut en communauté se réunir pour faire des choses qui avant étaient très difficiles, voire impossibles à faire, face à des intérêts financiers plus puissants. Ça, je trouve ça super intéressant. C'est clair. Après, quand tu creuses un peu et que tu te rends compte que les gens qui étaient prêts à investir là-dedans, c'est quand même plutôt des gens qui étaient pas forcément, qui étaient quand même relativement aisés déjà à la base. C'est peut-être moins intéressant. L'autre point qui est rigolo un peu à tirer, c'est le fait que quand tu regardes l'action encore aujourd'hui, elle est bien au-delà de ce qu'elle était avant cette affaire, en fait. Donc, dans le cas de c'est vrai que ça leur a bien bénéficié au final. Elle est assez stabilisée. Aujourd'hui, elle est stable à plus de $100 l'action au-dessus de ce qu'elle était avant, quoi. Donc voilà. Je trouve ça intéressant. Et puis on a vu que Robinhood, justement, qui portait très très mal son nom parce que en fait il s'était fait rattraper un peu par justement leurs actionnaires et ils avaient très rapidement essayé de bloquer un peu les actions des gens, justement, pour un peu essayer disons que il y en a qui ont le droit de tricher un petit peu avec les règles ou les tordre un petit peu. Et il y en a d'autres qui ont un peu moins le droit, quoi. Ça s'agirait quand même pas d'enrichir les gens avec ce genre de trucs, hein. Effectivement. Bah, ça mettait bien en lumière, hein, toutes ces apps et ces nouveaux services financiers, effectivement, et on n'est pas à l'abri de voir des nouvelles conséquences à l'arrivée de ces nouveaux acteurs, en tout cas, et probablement qu'ils vont retomber dans les girons de la régulation encore un peu plus soutenus, mais bon. Dernier élément à mettre en lumière pour 2021, c'est difficile de ne pas le citer, et pourtant je vous assure ça fait toujours un peu mal au cœur parce qu'on a l'impression dans Tech Café de ne parler pratiquement que de ça à chaque épisode. C'est pas à ce point, mais en tout cas on en parle à chaque épisode. Ce serait donc très incomplet de faire un tour de 2021 si on parlait pas des
NFT. Guillaume Poggiaspala a largement relayé donc tous les détails à ce sujet dans les épisodes précédents. Si vous voulez tout savoir, vous pouvez écouter les précédents épisodes de Tech Café. Pour celles et ceux qui découvriraient ce que sont les NFT, donc l'acronyme signifie Non-Fungible Tokens, ce qui en général n'éclaire absolument pas les gens qui veulent savoir de quoi il s'agit. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une sorte de titre de propriété décentralisé. Décentralisé, pourquoi ? C'est parce que ça s'appuie encore une fois sur cette technologie de blockchain. Donc au lieu d'avoir une base de données qui est hébergée sur un serveur, c'est une base de données schématiquement qui est distribuée sur plein d'utilisateurs, et il faut qu'il y ait en gros un consensus parmi tous ces utilisateurs d'une manière ou d'une autre pour que l'information qui est enregistrée dans la base de données soit comptabilisée. Donc dites-vous quelque part que c'est une manière de partager une information de référence au travers de plein d'utilisateurs et de plein de machines. Donc ces titres de propriété sont enregistrés dans une blockchain. Et en 2021, des NFT, il y en a eu des ventes records. J'ai repris les listes que j'ai pu voir passer et j'étais encore une fois estomaqué. Donc le NFT du premier tweet de Jack Dorsey, où il dit qu'il est en train de configurer son Twitter, qui a été vendu pour près de 3 millions de dollars. Déjà en soi, ça fait un peu peur. Un NFT d'un collage numérique d'un artiste qui a atteint la bagatelle de 69 millions de dollars. Les CryptoPunks, donc des têtes de punk, donc les NFT de ces images, et même des NFT de têtes de singes qui sont connus comme étant les Bored Ape Yacht Club, pour plusieurs dizaines de millions de dollars à chaque fois. Et puis on peut difficilement parler des records avec les montants d'argent autour des NFT sans parler de la plateforme française Sorare, qui édite des cartes de footballeurs avec leurs NFT, qui a levé, alors là on parle pas de vente de NFT en tant que tel, mais c'est juste l'investissement qu'il y a eu dans Sorare. Donc c'est une levée de fonds en fait de 680 millions de dollars en septembre. Donc, on peut se féliciter sur le fait que ce soit une boîte française. Est-ce qu'on peut se féliciter sur le fait que ce soit une boîte française qui lève des fonds pour les NFT? Je sais pas, mais bon, en tout cas on peut souligner le montant. Et le mouvement s'est évidemment accentué à la fin 2021. Tout porte à croire que ça va pas s'arrêter, mais notamment porté par le monde des jeux vidéo. Je voyais au passage, même si on reparlera des annonces du CES dans le prochain épisode, mais qu'en intro du CES, donc Samsung a annoncé une nouvelle TV, j'imagine que tu l'as vu Cassim, qui propose de t'afficher tes NFT à la page d'accueil. Non, enfin c'est plus le système d'exploitation de la télé, mais bon voilà, en tout cas c'est pris en compte, y compris par Samsung pour ces prochaines télés. Et le souci principal sur les NFT, il y a deux visages. D'une part, c'est le même souci que ce qu'on décrivait tout à l'heure sur les crypto-monnaies, c'est que ça s'appuie sur des blockchains, et donc comme pour une bonne part des crypto-monnaies, c'est très énergivore et ça ne démontre pas un avantage utilisateur ou pour le bien de la société qui arrive à expliquer cette consommation excessive. Mais en plus et surtout, il y a encore une fois aucune plus-value qui a été démontrée sur le plan des usages. On a même plusieurs cas de développeurs de jeux vidéo qui s'offusquent vis-à-vis de leur direction sur le fait qu'il n'y a pas d'avantage concret à utiliser les NFT plutôt que il y en a pas d'autre que celui de mentionner un buzzword, quoi, grosso modo, dans les communications. Cassim, avec tout ce qu'on a vu passer en 2021 sur les NFT, est-ce que tu t'es forgé un avis définitif? Parce que tu sais, on a eu ton collègue, le rédacteur en chef Frandroid Manu, qui ont fait un clin d'œil, qui dans un précédent épisode de Tech Café disait qu'on n'avait peut-être pas encore identifié bien les usages sur les NFT, notamment dans les jeux vidéo. Alors j'espère que c'est pas un sujet de Discord autour de la machine à café, quoique je suis pas sûr que vous passiez encore une fois beaucoup de temps autour de la machine à café ces derniers jours, dans le avec les conditions sanitaires. Machine à café. J'y avais pas pensé. Dans la méta machine à café. Peut-être que vous êtes pas d'accord. Mais moi, je n'arrive toujours pas à identifier davantage concret. Bon, quel est ton regard, toi, là-dessus? D'ailleurs, un café, c'est un NFT, à la rédaction. Tu achètes le titre de propriété de ton café virtuel dans le métavers. Ah, non, mais est-ce qu'il prend de la valeur après, ou est-ce qu'au contraire il perd de la valeur? Non, mais par contre on est en train de mettre un sujet de modération du coup pour vraiment conclure sur 2021, tu vois, un sujet de modération interne pour éviter le harcèlement sur le NFT du café, quoi, qui est dans le métavers. Bref, et après on se filme sur TikTok. Donc oui, le NFT, oui. Écoute, je ne sais pas quoi dire de plus que ce qui a déjà
tout ce qui a été dit, notamment ce qu'on a dit oui. sur le métavers et sur le fait que les buzzwords et la fausse course à l'innovation, parce que le NFT, on est un peu en plein dedans, c'est-à-dire qu'il suffit de mettre NFT dans ton descriptif d'entreprise pour lever des fonds, même si derrière il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Et on l'a vu, enfin en gros toutes les boîtes de jeux vidéo qui se lancent dans le NFT, c'est des boîtes qui aimeraient bien gagner un peu plus d'argent de la part de leurs actionnaires ou de leurs investisseurs, mais derrière ça, pour l'instant, ça n'a pas beaucoup plus d'autres d'intérêt que ça. Donc c'est soit des petits développeurs qui essayent de se faire d'avoir un peu de l'argent de levée de fonds, soit des gros monstres qui veulent encore plus d'argent et qui sont assez connus pour ne pas vraiment avoir, comment dire, le design du jeu vidéo le plus artistique possible en cœur. Ouais. Je pense à du Electronic Arts, je pense à du Square Enix, je pense voilà. Donc et à Ubisoft évidemment. Écoute, dans le jeu vidéo, j'aurais bien aimé, enfin c'est quand même aussi la grosse tendance de 2021, mais j'aurais bien aimé que on retienne davantage tous les combats sociaux qui ont lieu en ce moment dans le jeu vidéo, même si c'est moins lié à la tech du coup, que l'arrivée des NFT, notamment Ubisoft. J'aurais bien aimé qu'ils s'emparent un peu plus de de la gestion de leurs employés et de la façon dont ils peuvent peut-être travailler sans finir en burn-out ou harcelé, plutôt qu'essayer de mettre des NFT dans leurs jeux vidéo. Voilà. Ouais. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Oui, peut-être un jour il y aura un usage intéressant des NFT. Je veux pas, c'est compliqué. Mais dans l'idée, si un jour il y avait moyen de peut-être, par exemple, créer un marché de l'occasion pour du jeu vidéo en ligne, où tu pourrais revendre ton jeu Steam parce qu'il y a un titre de propriété attaché avec. Oui, mais le souci qu'on a à chaque fois qu'on évoque le NFT, en dehors du fait que tout le truc technologique, la consommation énergétique, etc., et le fait que c'est complètement utilisé actuellement que par pour du blanchiment d'argent et ou voilà. Le souci, c'est que en fait Steam, par exemple, s'ils veulent faire un marché de l'occasion du jeu vidéo, ils peuvent déjà le faire sans NFT, quoi. Ils peuvent juste, ils savent quel compte a quel jeu et ils peuvent proposer de la revente entre joueurs. Il n'y a pas besoin de NFT pour ça, quoi. Bref, donc c'est un peu compliqué comme sujet. Mais pas pour ça. Enfin, voilà, je trouve ça pas très. Je ne rêve pas des NFT, voilà. Ouais, je voulais qu'on le mentionne parce que clairement c'est un sujet qui est effectivement emblématique dans les discussions autour de la tech, mais probablement avec la volonté que vous puissiez le désamorcer dans vos discussions, dans votre quotidien. Là encore, hein, j'ai des échanges avec plusieurs personnes qui s'intéressent de loin au sujet de la tech et qui sont convaincus qu'il se passe quelque chose. Et malgré tout, quand on creuse, malheureusement, sur le fond, il se passe pas grand-chose. Le métavers et le NFT, c'est très clairement le sujet de conversation que peut avoir ton supérieur du marketing qui vient dans ton bureau. Alors, j'ai vu que les jeunes, ils étaient sur TikTok et j'aimerais bien qu'on place le mot NFT parce que ça, j'ai vu que c'était super intéressant. Les gens, ils arrêtent pas d'en parler. Je veux qu'on place le mot NFT sur notre prochain compte TikTok qu'on va ouvrir. Voilà. C'est clair, on est d'accord. Et d'ailleurs, dans les buzzwords qu'on mentionne depuis le début, en fait, j'aurais dû ne pas orienter cette émission comme étant les sujets 2021, mais plutôt les buzzwords 2021, je me rends compte. Mais à la limite, le métavers, derrière le concept très flou, tu peux mettre des usages. C'est beaucoup plus intéressant. En fait, oui, non, mais voilà, le métavers est beaucoup tu plus peux intéressant. mettre la réalité virtuelle derrière, même si c'est extrêmement bon. Et j'avoue que moi, j'ai utilisé ces derniers temps. Le MetaQuest 3 me donne beaucoup plus envie que un sujet sur les NFT. Voilà. Clairement. Bon, comme ça, vous aurez les billes probablement pour vous forger une opinion pour les NFT. Ça va nous servir aussi de transition pour les micro-news de ce début 2022, sans risquer, pourtant c'est tentant, hein, mais de commencer à relayer tout ce qui se passe dans le CES. Parce qu'il y a un sujet là qui est arrivé en toute fin 2021, c'est celui d'un vol. Alors, est-ce que c'est un vol réel ou un vol mis en scène ? Je me pose encore la question. Mais en gros, il y a une personne qui a déclaré s'être fait voler suite à une attaque par phishing des fameux NFT de Bored Ape Yacht Club là que je mentionnais tout à l'heure pour un montant assez conséquent. Là encore, on parle de, si je dis pas de bêtises, de plusieurs millions de dollars. Et il se laissait fait tout simplement
complètement volé. Le sujet qui est intéressant, derrière la suspicion d'y voir une volonté de faire grimper le prix des NFT derrière, l'avenir nous le dira peut-être ou pas, vient derrière le sujet de la centralisation, parce qu'encore une fois, une des ambitions derrière le NFT, c'est d'en faire un titre de propriété qui soit décentralisé, donc qui ne dépende pas d'une autorité principale autre que la blockchain qui est une autorité partagée. Mais en fait, dans les faits, il s'avère qu'il y a énormément de ventes de NFT qui se font sur la plateforme OpenSea, qui est un peu une plateforme de référence et qui a l'air d'être, je pense, allez, on va dire la principale, on va se mouiller, la principale plateforme de vente de NFT. Et il a appelé à l'aide Todd Kramer, qui dit s'être fait voler ses NFT, il a appelé à l'aide, et notamment il a mentionné OpenSea, qui a gelé les fameux NFT qui ont fait l'objet d'une vente, et ils sont désormais publiquement visibles comme étant bloqués et comme étant reliés à cause d'une activité suspecte. Alors c'est hyper intéressant finalement ce vol, parce que derrière arrive la discussion de est-ce que, s'agissant d'un titre de propriété basé sur une philosophie technologique qui est décentralisée, est-ce que une plateforme comme OpenSea peut et est légitime dans le fait de bloquer les transactions et de bloquer les mouvements autour d'un NFT? Donc je trouvais ça assez cocasse, parce que quelque part ça met encore une fois en lumière, à travers même les limites des NFT, que même si on joue le jeu de voir ça comme étant une plus-value technologique qui met en avant de la décentralisation, même derrière ça pose des questions qui montrent que la vraie décentralisation telle qu'on l'imaginerait derrière les NFT, elle est pas encore atteinte, quoi. Mais bon. Je te laisse réagir si tu veux ou pas, Cassim, mais on peut parler aussi de réparation, qui est peut-être le sujet qui se prête le plus à parler de lutte contre le changement climatique, puisqu'on a une directive qui a été mise en place, on l'avait relayée dans Tech Café, qui est celle de la note de réparation des appareils. Donc ça, c'est le gouvernement français qui a mis en place cette directive, alors qui est très imparfaite, qui a fait l'objet de pas mal de critiques, notamment sur la manière dont sont évaluées les notes d'indice de réparabilité, qui est un chiffre sur 10, qui laisse donc place à une couleur qui est soit rouge, vous donne est censé vous faire peur pour acheter un produit, soit verte en vous disant que vous achetez un produit qui est bon pour l'environnement. Ça s'appuie sur la même logique que l'étiquetage voilà. Alors il y a le Nutri-Score, effectivement, c'est le plus proche. Signalétique pour les consommateurs, quoi, du marché. Exactement, je pense que c'est ceux que tu avais avec les machines à laver, les appareils électroménagers, etc., autour de la consommation, voilà, la note environnementale. Donc il peut y avoir des discussions sur la manière dont sont gérées ces notes, mais en tout cas il y a des décrets qui viennent d'être publiés là au journal officiel en tout début de cette année, qui donnent des nouvelles règles pour ces indices de réparabilité, mais notamment qui donnent des éléments pour l'obligation de mise à disposition des pièces détachées, et ça c'est quelque chose finalement d'assez concret. La loi, grosso modo, elle exige deux choses. D'une part, la disponibilité pour une durée minimale de 5 ans après la sortie d'un appareil neuf. Et finalement je me dis 5 ans, c'est pas si mal pour certains appareils, ça paraît finalement pas beaucoup pour certains, mais c'est aussi pas mal pour d'autres. Donc la mise à disposition par le constructeur de pièces détachées, notamment tout ce qui tourne autour des chargeurs de batterie pour les ordinateurs portables, les connecteurs d'alimentation, les écrans, les stockages, que ce soit des disques durs ou des SSD, mais aussi les cartes mères, les ventilateurs, bref, en gros tout ce qui constitue l'essence même de votre appareil, le constructeur est tenu de les mettre à disposition pendant une durée de 5 ans. Donc il y a les ordinateurs, il y a les smartphones, etc. Il y a les tablettes aussi. Il y a d'ailleurs une nomenclature qui est assez curieuse. Il y a les ordinateurs portables, les ordinateurs tablettes, les ordinateurs ardoises, les ordinateurs dits clients légers mobiles. Là, on sent qu'il y a l'administration et la politique qui sont insérés là-dedans. Mais bon, passons. En tout cas, il y a ces directives-là. Et il y a aussi, comme deuxième axe que je trouve aussi assez intéressant, c'est l'installation de la pièce détachée d'occasion. C'est-à-dire, en gros, obliger plus ou moins les constructeurs à vous donner une information plus complète sur les alternatives en matière de réparation pour votre appareil, en vous tenant au courant s'il y a des pièces d'occasion qui sont disponibles pour réparer votre appareil. Évidemment, libre à vous d'accepter ou pas, mais en tout cas, il y a des obligations avec notamment recueil de votre consentement sur le fait de choisir de réparer avec des pièces neuves ou des pièces usagées.
Cassim, comment tu vois ça? Ces décrets, c'est c'est un grand ensemble. Hein. Il faudrait prendre le temps d'éplucher les textes, d'aller dans le futur pour voir comment c'est appliqué, etc. Mais comme ça, sur le papier, comment est-ce que tu perçois ça, ces décrets sur ces sujets-là? C'est des bonnes nouvelles. Je sais pas je sais pas quoi dire d'autre que non. Enfin, moi, je suis un peu du genre à pas cracher dans la soupe et à trouver que tout pas dans la bonne direction est une bonne chose, même si l'urgence se faisant, malheureusement il aurait fallu le faire il y a longtemps et on n'en est plus là, et malheureusement il faudrait prendre des actions beaucoup plus concrètes au-delà de la tech. Mais dans le sujet qui nous concerne nous, je trouve que c'est intéressant. Je trouve que les lois et les décrets qui concernent le droit du consommateur sont souvent celles qui changent le plus concrètement le quotidien des gens, bien plus que d'autres catégories, d'autres ministères. Voilà. J'ai en tête, c'était la loi Hamon dans le quinquennat précédent, qui avait permis de pas mal de changements pour pouvoir résilier plus facilement, etc. Donc tous les gens, tous ceux qui ont connu l'arrivée de Free Mobile se souviennent de la loi Châtel sur la résiliation des forfaits avec engagement. Voilà, toutes ces lois-là qui en général se font un peu au forceps face aux industriels, sont souvent au moins intéressantes pour avoir des pas dans la bonne direction, pour mieux informer les gens de ce qu'ils achètent quand ils consomment, et de mieux les informer sur leurs droits aussi. Donc moi je trouve ça très bien. Je trouve que voilà, après à côté il faudrait aller beaucoup plus loin que ça, mais c'est un autre sujet et ça ne touche pas la tech. Mais Tout à fait. Moi, je partage complètement ton sentiment à titre perso. Dans un premier temps, quand tu prends connaissance de ces sujets-là, tu te dis, franchement, votre histoire de notes, déjà, c'est un peu foireux. Il y a plein de détails qui sont pas pris en compte. Est-ce que vraiment ça va changer la donne à l'échelle d'une industrie telle que l'industrie de ces appareils technologiques, qui est beaucoup dictée par les consommations à l'international? Et en fait, au final, effectivement, comme toi, j'en arrive à la conclusion, malgré tout, que ça apporte une forme de pédagogie. Et parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui regardent dans les magasins, sur les sites internet, les différents smartphones qui sont dispo, etc. Si finalement tu prends en compte dans ton parcours d'achat le fait de surveiller à ce que l'étiquette soit un peu plus verte que rouge, pas plus verte dans le sens plus écologique, mais plus verte dans le sens de la note de réparabilité, finalement ça peut aussi instaurer un mouvement vertueux qui amène peut-être les constructeurs et les commerçants à proposer des produits qui sont un petit peu plus respectueux globalement. Je pense que sur l'aspect de la réparation, c'est aussi plutôt cool. On verra bien les mises en application qui seront faites, mais bon. Est-ce que vous allez intégrer la note de réparabilité dans les tests que vous allez faire des smartphones sur Android ou des autres appareils d'ailleurs? Mais en fait, elle est déjà intégrée. Ah, pardon. Parfait. Mais c'est pas la petite étiquette, par contre, c'est pas le petit la petite justement, image. Si, l'indice de réparabilité. Attends, tu me tu me prends là comme ça, mais si, normalement il y a le petit macaron. D'accord. Autant pour moi. Parfait. Un autre sujet tendance qui est marqueur, c'est pas spécifique pour 2022, mais moi j'ai été marqué sur ce sujet-là. C'est l'évolution autour des appareils photo, parce que oui, il y a encore des appareils photo, énormément d'appareils photo, qui font plus d'ailleurs que de la photo, mais qui souvent aussi sont des caméras pour faire de la vidéo. Du streaming évidemment, sans parler que des webcams évidemment. Mais en tout cas, dans les appareils photo, il y a la grande catégorie des réflexes et la grande catégorie des hybrides. Donc ce qu'il faut bien comprendre dans le fonctionnement et dans la différence entre ces deux types de technologies, c'est que le réflexe fonctionne avec une activation mécanique d'une série de miroirs, ce qui permet d'avoir une visée entre guillemets réel, c'est-à-dire c'est pas un écran qui vous affiche ce que vous êtes en train de viser, mais vous avez vraiment une visée optique, même si vous pouvez aussi avoir une visée numérique avec un écran en plus en complément, mais en tout cas à la base vous avez une visée optique, ce qui offre une espèce de précision et de réactivité ultime, parce que il y a l'activation des miroirs qui est presque instantanée, donc il y a ce sentiment quand on prend une photo avec un appareil réflexe de faire un petit clic comme ça instantané, et les hybrides c'est des jeux numériques, donc évidemment il n'y a pas forcément la même réactivité au premier abord, mais ça c'était schématiquement ce qu'on pouvait se dire il y a de ça encore quelques années, et ce qui se passe c'est que les hybrides évoluent
tellement que bah du coup il y a plus vraiment de grandes différences, avec énormément de guillemets. Les puristes vont forcément me contredire et ils auront raison, mais les hybrides justifient de plus en plus leurs avantages, notamment la compacité. Les appareils sont de plus en plus compacts quand ils sont hybrides pour des résultats qui sont complètement comparables et des usages qui sont tout aussi satisfaisants. Et il y a Canon il y a le CEO de Canon qui a pris la parole en disant que progressivement, c'est pas tout de suite, mais que progressivement ils allaient abandonner la fabrication et la commercialisation d'appareils réflexes au profit des appareils hybrides. Ça, j'ai trouvé que c'était un marqueur assez intéressant parce que j'ai vu apparaître, moi qui suis un petit peu vieux maintenant, les appareils photo numériques à l'époque, les petits compacts. J'ai vu arriver les hybrides, j'ai vu arriver évidemment les réflexes numériques. C'est un sujet qui me plaît beaucoup à titre perso et j'ai été très marqué de voir ce changement qui commence à être un gros marqueur, notamment avec cette annonce de Canon. Cassim, quand vous êtes dans des événements, est-ce que vous avez des appareils photo? Je sais que tu m'avais dit pendant un temps que vous aviez même des pixels, même si c'était pas des smartphones que vous utilisiez au quotidien, vous aviez parfois des pixels qui vous servaient presque d'appareils photo. Est-ce que c'est toujours valable dans le cadre de votre métier? Oui, bah, c'est ça pas dépend que... peut-être des. Ça dépend, oui, voilà, c'est-à-dire que les journalistes en général vont utiliser par défaut, en tout cas moi dans mon cas, plusieurs journalistes vont utiliser leur smartphone parce que ça prend des photos, surtout dans des conditions de salon où de toute façon t'es pas dans des bonnes conditions pour prendre des bonnes photos. Ouais. Ça prendra des photos suffisantes pour montrer l'appareil que t'es en train de prendre en main, etc. Mais évidemment, pour pour le travail sérieux qu'on fait, on a évidemment des vrais appareils photo pour tout ce qui est pour tourner des vidéos sur YouTube, etc. Oui, bien sûr, en studio, sur les productions que vous faites, c'est avec du vrai matériel. Ou même, du coup, même en conditions de salon, on a des vidéastes qui nous suivent, etc. Donc, voilà. Donc, il y a les deux. C'est pas les mêmes, mais c'est pas les mêmes usages, quoi. Mais c'est intéressant. Alors, je suis pas un grand spécialiste de la photo, donc je vais pas me lancer dans une grande analyse de cette news, mais je voulais juste dire que c'est intéressant, c'est pas le marché, tu vois, que tout le monde va regarder avec attention. C'est pas le marché du smartphone, le marché de l'appareil photo numérique de nos jours, surtout celui du réflexe, qui est quand même un cas d'usage, une niche un peu particulière, même s'il y a beaucoup d'utilisateurs. Malgré tout, tu vois qu'il y a des changements sur le marché, et je trouve que c'est toujours important de rappeler que c'est ce que je disais un peu tout à l'heure aussi, que c'est pas parce que le viseur de l'actualité regarde autre chose que le marché est complètement mort, et que les visiteurs ont disparu, et qu'il y a plus rien qui se passe, quoi. C'est un peu comme tout à l'heure je parlais de Snapchat aussi, qui continue d'avoir des utilisateurs. Plus personne, vous entendez plus jamais parler de Snapchat. Mais voilà, ça veut pas dire que de la même manière que l'actualité dans le jeu vidéo ne parle plus du tout de Minecraft ou de Apex Legends, par exemple, alors que c'est des jeux qui restent populaires et qui sont ultra joués. C'est parce que voilà, l'actualité peut pas toujours Pokémon Go aussi, on pourrait d'ailleurs citer Facebook, aussi finalement, qui continue à avoir un nombre d'utilisateurs monstrueux et d'usages au quotidien monstrueux. Donc voilà, enfin c'était pour un peu rebondir là-dessus par rapport à cette news. Voilà, c'est vrai, mais évolution je crois au marché des réflexes. T'as raison, mais en fait c'est là où le mot de révolution a vite ses limites, c'est que ça reste malgré tout, c'est des évolutions sur lesquelles on se focalise pas beaucoup quand on suit l'actualité qui est beaucoup marquée par les buzzwords, mais malgré tout c'est pas des évolutions aussi soudaines qu'on a pu en connaître dans le passé. J'ai tendance qu'on s'est habitué à avoir des smartphones qui prenaient des photos qui subitement étaient comparables à des résultats de professionnels dans certaines situations, de la vidéo, de la connexion qui subitement te permettait de consulter de la vidéo en mobilité de manière très confortable. Bon, voilà, c'est tous ces marqueurs-là d'innovation technologique qui ont été très soudains et révolutionnaires au sens propre du terme, et qui là ne sont plus le cas parce que c'est plus possible, quoi. Allez, un petit record au passage, c'est que Apple a flirté avec, attends que je dise pas de bêtises, il faut pas que je me trompe dans les chiffres, mais les 3000 milliards de dollars de capitalisation en bourse, donc les 3 trilliards. Alors ça a pas duré longtemps, mais évidemment comme ces valorisations sont des tendances, on peut s'imaginer que ça continue à augmenter. Cassim, c'est insolent cette valorisation boursière qui continue à grimper dans de tels sommets pour une entreprise qui finalement
c'est formidable ce qu'ils font sur le plan technologique, il y a des vraies améliorations, mais là encore, c'est l'exemple parfait de ce qu'on vient de dire juste avant, c'est-à-dire que c'est des évolutions qui sont très lentes, et il n'y a pas des marqueurs fondamentalement forts qui montrent qu'à un moment donné, leurs services ou leurs appareils ont fondamentalement changé. Moi, j'imagine que les pros Apple diront le contraire et que les haters abonderont à mort, mais bon. Surtout que là, en l'occurrence, c'est la raison pour laquelle elle a fait un boom, c'est que c'est pas que juste, bon, évidemment, elle a des très bons résultats, mais j'arrive pas à retrouver la source, ça m'embête un peu, mais il me semble bien avoir vu que ils avaient surtout annoncé qu'ils augmentaient la dividende en fait, donc ça, enfin la part reversée aux actionnaires, il me semble, et du coup, c'est ce qui a causé le choc encore plus fort là, qui a permis de dépasser ce cap très symbolique. Mais c'est clairement, enfin, je me rappelle encore, c'était seulement il y a quelques années qu'ils avaient dépassé les 1000 milliards. Oui. Et comment dire, et ils ont été rattrapés après par Google, Microsoft, etc. Et enfin, c'était à l'époque vu comme quelque chose d'exceptionnel, et maintenant ils sont à plus de 3000 milliards. Comment dire, c'est un petit peu extravagant. C'est un peu, comment dire, le mot est soigneux, oui. On pourrait mettre en face le fait que Warren Buffett fait plus de 120 milliards il se fait plus de 120 milliards de dollars sur l'augmentation d'Apple à 3000 milliards de dollars. Donc c'est un de ses records, disons, lui aussi. Enfin, là, après ça vient du fait qu'on est en plein boom de la tech et que la tech a fini d'enterrer là dans les années, c'est pas, je dis pas ça comme si c'était cette année, hein, mais ils ont fini d'enterrer les entreprises pétrolières, quoi. En gros, les entreprises tech désormais dominent le monde beaucoup plus que les entreprises pétrolières pouvaient le faire dans les années 2000. Les gens les plus jeunes qui nous écoutent ne savent peut-être pas que les entreprises tech n'ont pas toujours été c'est clair. Les championnes de la bourse, quoi. Alors qu'aujourd'hui il y a plus vraiment de comparaison possible. Mais enfin, je vais pas sortir le mot bulle ou quoi que ce soit, parce que je pense qu'il y a un côté, enfin, à fond des profits énormes, donc il y a un côté légitime dans le fait qu'elle monte autant en bourse, surtout en ce moment avec le Covid, qui fait que la tech est devenue encore plus importante depuis l'année dernière, enfin depuis 2020. Mais bon, il y aurait des questions à se poser peut-être sur les limites de ce système, les enjeux peut-être d'environnement, d'égalité sociale, voilà. Bon. C'est sûr qu'on pourrait mettre ces résultats en perspective de beaucoup d'enjeux concrets pour l'espèce humaine. Voilà, on pourrait peut-être s'interroger. Mais tant mieux pour les actionnaires. Tant mieux pour eux. Et il y a forcément beaucoup de travail aussi derrière. On l'oublie parfois, mais derrière ces entreprises-là, il y a aussi beaucoup de personnes qui bossent aussi. Derrière, il y a évidemment beaucoup de revenus, beaucoup d'optimisation fiscale, beaucoup de trucs comme ça. Mais il y a aussi du travail qui apporté et des services pour les gens. Donc bon, écoute. On va parler d'un sujet qui est un peu le sujet bonbon quand il y a un Cassim Kedfi avec nous dans un épisode. C'est de Microsoft, parce que figure-toi, Cassim, je suis sûr que tu l'as vu forcément passer, c'est que on ne s'arrêterait pas à avoir des smartphones à 2 écrans. Peut-être que, bon, peut-être pas en 2022, on va voir, mais peut-être que dans les mois ou dans les années à venir, on aurait des appareils à 3 écrans. Bon, non, simplement, la rumeur est arrivée d'un Surface Trio, donc en gros, comme un Surface Duo à 2 écrans, mais avec 3 écrans. Je pouvais pas, tout simplement, ne pas mentionner cette rumeur à l'aune d'un brevet dans un épisode avec toi, Cassim. Franchement, on nous a pas encore convaincus avec les 2 écrans. Est-ce que tu penses que les 3 écrans pourraient plus nous convaincre? Ah, mais moi je suis convaincu des 2 écrans déjà. Oh pardon. Non, mais je trouve que c'est enfin c'est l'élément du Surface Duo qui marchait en tout cas à défaut de son logiciel ou de son appareil photo. Okay. Non, le concept de 2 écrans, je trouve, est intéressant beaucoup plus. Enfin, je trouve qu'il est pertinent par rapport à un concept par exemple d'écran pliable. Il y a des raisons légitimes de vouloir une séparation entre 2 zones d'affichage pour pouvoir organiser les choses de façon logique autrement que par un large écran, enfin un écran qui devient plus large en s'étirant ou en se dépliant. Donc il y a des choses intelligentes à faire avec ça. Je pense pas que le Surface Duo va révolutionner le smartphone ou qu'on va tous se balader avec des téléphones à 2 écrans dans le futur, mais
Je trouve pour le coup que c'est vraiment pertinent de la part de Microsoft sur ce point-là. Voilà. Bon, ça va pas empêcher de mettre 5 sur 10 au Surface Duo 2, hein. Mais ça reste pertinent, le design reste pertinent. Et évidemment, enfin, tu sais, il y a les rasoirs à 2 lames, il y a les rasoirs à 3 lames, il y a les rasoirs à 4 lames. Enfin, tu ne peux pas te contenter. Une fois que t'as goûté à 2 écrans, tu ne peux pas t'en contenter. Il t'en faut un troisième, évidemment. Va savoir. D'autant que le design à 3 écrans permettrait de très logiquement de résoudre un petit souci du Surface Duo qui n'en est pas vraiment un, mais bon, qui fait que aujourd'hui, quand tu fermes le Surface Duo, tu n'as pas d'écran du tout d'aucun des deux côtés. Oui, selon comment tu fais la pliure, effectivement, tu pourras avoir un écran visible en extérieur. Et voilà, le troisième écran permettra logiquement d'avoir un troisième écran en extérieur. Tu vois, c'est vraiment en mode, on se rapproche petit à petit de ce que tu mets dans la voiture, tu sais, pour la protéger du soleil, enfin pour empêcher qu'elle se réchauffe trop. Tu vois, le pare-soleil que tu déplies voilà. Avec le côté métallique. Ouais. Et voilà, c'est peut-être ça le futur du smartphone. Tu vois, tu le déplies, tac, 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 tac. J'ai tellement du mal à penser que l'être humain va vouloir avoir une étape entre le moment où il le sort de sa main ou de sa poche et qu'il le regarde. Mais tu me diras si justement, si jamais il y a un écran qui est toujours visible et que tu peux l'étendre en plus, ça peut être un argument. Selon les blague à part, en 2 mots, il y a aussi quand même le fait que Samsung travaille aussi dessus, d'un concept de smartphone pliable que tu déplierais 2 fois. Donc il y aurait 2 charnières de pliables, quoi, on va dire. Donc on se rapproche de ce même concept, c'est-à-dire qu'en gros il y aurait 3 morceaux, quoi. Donc il y a vraiment des réflexions en cours sur le sujet et comme souvent la science-fiction a peut-être été précurseur sur la technologie puisque on en a aussi aperçu dans Westworld. Ah, très bien. J'avais jamais vu Westworld, mais d'accord. Okay. Ça a l'air d'être un peu la source d'inspiration. Voilà, dans Westworld, les gens ont des smartphones à 3 écrans, enfin qui déplient, ils ont des sortes de tablettes en 3 morceaux, voilà, qui déplient. Okay. J'ai l'impression que c'est un peu la source d'inspiration. Bon, écoute, on verra. Je me laisserai peut-être convaincre le jour où on aura 2 écrans pour en rajouter un 3e, va savoir. Bon, après, c'est vrai que pour les ordinateurs, hein, dans les bureaux, il y a certains usages, notamment des usages exactement, mais c'est de ça pro au quotidien. Il y a 2 écrans, évidemment. C'est pratique, hein, donc pourquoi pas. Bon, il y a une limite, c'est la taille du bureau. J'imagine que pour les smartphones, c'est la taille des mains. On verra. Dernier point qui va permettre à la fois de faire un petit retour en arrière, pas forcément que de 2021, mais de plus longtemps en fait, et qui va permettre de nous tourner un petit peu vers 2022 et les années suivantes. Bon, c'est celui des composants. Il y a un point qui est vraiment marquant dans l'ActuTech, c'est le fait qu'on est plongé dans une crise des composants. En gros, on s'était habitué à avoir toutes les ressources en matière de processeurs et de composants pour l'ensemble de nos appareils, et il s'avère qu'il faut être un petit peu plus économe avec ce type de petit appareil depuis la crise de 2020. On va pas revenir sur les origines, mais en tout cas, ce qu'on peut souligner, c'est que c'était le marché de l'automobile notamment qui était très impacté et qui continue à être très impacté. Il y a encore plein de constructeurs qui ont du mal à délivrer des automobiles comme ils aimeraient pouvoir le faire et pour satisfaire les ventes qui sont attendues. Et pourtant, il y a l'impertinent Tesla qui continue à progresser en matière de livraison de véhicules et qui a d'ailleurs pratiquement à quelques unités près, hein, mais livré 1 million de véhicules en 2021, donc c'est Tesla. Ils arrivent probablement à s'en sortir bien mieux que les autres parce qu'ils font des mises à jour logicielles qu'ils maîtrisent totalement, contrairement aux autres constructeurs de bout en bout, et ils peuvent faire des mises à jour un petit peu en temps réel ou au fil de l'eau pour jongler avec ces impératifs de fourniture de matériel. Donc écoutez, ça va bien pour eux, mais il y a un petit événement quand même qui laisse présager le fait que malgré tout ça ne pourrait pas du tout s'arranger, voire s'empirer. C'est qu'il y a un incendie qui a eu lieu dans une usine. C'est dans un site allemand pour l'entreprise. Alors c'est ASML qui est une entreprise néerlandaise qui avait racheté cette entreprise, mais en gros ce qu'ils font, c'est de la fabrication d'appareils. Parle très doucement au processeur. Et, comment, pardon?
il parle très doucement près du micro, mais à des processeurs en fait. Ah, ASML. Oh là là, je l'avais pas compris. J'étais en train de me demander est-ce que je criais moi-même trop dans mon micro. J'avais pas compris. Ah, elle est très très belle. Je la garde. J'en ferai peut-être un titre d'émission, Cassim ASML. En tout cas, il fabrique des machines qui elles-mêmes fabriquent des processeurs, bien souvent avec les technologies dites ultraviolettes, donc qui permettent d'avoir des tailles de gravure extrêmement petites. Vous savez à quel point c'est important d'avoir des petites tailles de gravure pour avoir une efficacité énergétique dans les processeurs qui est importante. C'est évidemment un enjeu important. Bon, à ce stade, on ne sait pas quelles vont être les conséquences, mais ça sent pas forcément très bon et il est bien possible que ça puisse impacter encore un peu plus durablement la crise des composants. Bon, c'est un sujet qu'on n'avait pas relevé pour 2021, Cassim, mais parce que je trouve que c'était un peu au-delà de 2021 et c'est une tendance un peu plus large qui est liée au Covid. Je pense qu'on va pas se tourner vers une amélioration de la situation de la crise des composants en 2022, non? Enfin, je sais pas si tu partages ce sentiment. Non, mais si, totalement. Et puis c'est intéressant. C'est une transition toute trouvée, je pense, vers votre prochain épisode à propos du CES, parce que derrière la pénurie de composants, une des tendances de 2022, ça risque d'être aussi la guerre des composants, parce que il y a de plus en plus de concurrence entre les fabricants. Donc tout ça va être très intéressant, mais enfin comme tu le disais, c'est pas un sujet limité à 2021. Et malheureusement, oui, la pénurie est partie pour durer. Au-delà des automobiles, c'est malheureusement, c'est pas demain la veille qu'on pourra facilement acheter une console de jeu ou un PC. Ce qui, au passage, me fait penser que je voulais l'évoquer, mais j'ai pas réussi à l'intégrer. Qu'une des tendances douces, on va dire, pour l'instant de 2021 et qui, à mon avis, va se renforcer cette année, ça reste la tendance du cloud gaming dans le jeu vidéo, qui, à défaut de permettre, comme les marketeurs auraient rêvé, de jouer en 5G depuis n'importe où, depuis ton téléphone portable à n'importe quel jeu vidéo, un concept auquel je n'ai jamais vraiment cru, parce que je ne pense pas qu'on joue sur un téléphone portable à des jeux ultra sophistiqués. Enfin voilà, c'est pas la même chose de jouer sur une console de jeu ou un téléphone, même indépendamment de la puissance. En revanche, quand tu peux pas t'acheter un nouveau PC et que ton PC est en train de mourir, ou que tu ne peux pas t'acheter la nouvelle console de jeu, là le cloud gaming, je trouve tout son intérêt. Donc ça va être un sujet intéressant qui a déjà commencé à décoller, je trouve, en 2021. Et je pense que 2022, on va en entendre parler très souvent. Ouais, t'as raison, je pense que ça va s'installer dans les usages. J'ai retesté Shadow là ces derniers temps et je reconnais que plutôt que de t'acheter un PC pour jouer, hein, donc un PC qui a quand même un certain prix, de passer quelques mois sur Shadow, c'est pas inintéressant, déjà financièrement. Alors oui, vous achetez pas la machine, effectivement, c'est du service que vous consommez, qui est pas un investissement, mais malgré tout, je trouve que c'est un vrai argument. Tu as raison, on en reparlera nécessairement dans le prochain épisode. Il y a effectivement cet aspect qui est intégré a priori nativement, hein, dans les propositions de Samsung, dans leur téléviseur, là encore, et pas que, mais autour du cloud gaming pour avoir notamment Stadia, etc. disponible. C'est un gros enjeu. Tu as entièrement raison de le souligner. Je suis sûr qu'on va beaucoup en parler en 2022. Ça, c'est clair. Merci beaucoup Cassim pour cet épisode un peu particulier qui se veut être, on va dire, l'épisode de pause de fondation de cette nouvelle année. Je suis ravi d'avoir passé cet épisode avec toi. C'est d'ailleurs le moment, Cassim, où tu vas pouvoir nous dire où on peut te retrouver à titre individuel. Et on veut me retrouver, mais oui, bien sûr. On veut et où on peut te retrouver. On peut me retrouver sur frandroid.com, sur la chaîne YouTube de Frandroid d'ailleurs aussi. Venez vous abonner, tout ça, les pouces bleus, machin, truc là. La cloche. Je parle bien, je suis l'influenceur, voilà. C'est beau. Et puis sur Twitter, @notcassim, NOTCA2SIM. Merci beaucoup Cassim. Moi, c'est Guillaume Vendée, guillaumevendée.fr. Je vous rappelle, c'est évidemment incontournable, que vous pouvez retirer la pub du podcast, profiter du chapitrage des épisodes avec le flux privé qui est dispo sur Patreon. C'est une plateforme qui est hyper simple d'accès, hein, patreon.com/techcafé. Vous aurez toutes les infos. Rendez-vous désormais dans une semaine, mardi 11 janvier, où on se retrouvera avec Guillaume Poggiaspala, où on vous dira tout
ou en tout cas tout ce qui nous aura marqué autour du CES, et on aura peut-être encore des news complémentaires autour de tous les sujets qu'on a l'habitude d'aborder avec vous. Merci beaucoup pour votre fidélité. Encore une fois, bonne année et à très bientôt dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao.